11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud et échanger avec notre invité Pascal Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Que je salue, Madame Aubry, d'abord bonne année, belle et heureuse année. À vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début d'année ? Je crois qu'on peut souhaiter pour tous les gens une réponse à l'explosion des prix. L'explosion des prix de l'électricité, par exemple, plus 10% annoncé par le gouvernement, qui est l'augmentation d'une taxe. Donc c'est un choix du gouvernement de faire les poches des Français. Donc ce qu'on peut nous souhaiter collectivement, c'est de récupérer l'argent pour lequel on nous fait les poches. Et à titre personnel, est-ce que vous avez des souhaits vous savez, à exprimer ? puisque vous aimez beaucoup le sport, Pascal Praud, je fais du water polo. Je ne sais pas si vous avez déjà commenté le water polo, c'est un sport un peu moins populaire. Mais c'est dur, donc, j'imagine. Ouais, c'est un sport très physique, donc oui. Peut-être qu'on peut me souhaiter, à titre perso, si vous voulez vraiment me souhaiter quelque chose, de réussir mon championnat régional dans lequel je suis engagée avec mon équipe. Parce que chaque week-end, vous disputez un match de water polo. Les matchs peuvent être en week-end ou en semaine. Là, j'avais un match la semaine dernière, j'ai un match samedi, j'ai un match mercredi de la semaine prochaine. C'est combien de coéquipiers, une équipe de water ? Ça ressemble, pour ceux qui connaissent bien le hand, à vraiment du handball dans l'eau. Donc on est 7 dans l'eau, à peu près les mêmes positions qu'en handball, avec un pivot, des arrières, etc. Ça ressemble vraiment au handball, sauf qu'au lieu de courir d'un bout à l'autre du terrain, on nage. Donc voilà, il faut être un plutôt bon nageur. Ça me permet de faire la promotion, 1, du water polo, qui est un sport trop méconnu, 2, d'une discipline olympique pour laquelle peut-être qu'il faudrait un vrai ministre des Jeux Olympiques en année de JO, et un ministre séparé de l'Éducation nationale qui a fait la démonstration qu'elle n'avait plus rien à faire là. Ce qui me permet d'appeler au départ et à la démission de Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des privilèges, bien davantage que ministre de l'Éducation nationale, je pense. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je rappelle souvent que les États-Unis, il n'y a pas de ministre des Sports et que c'est eux qui gagnent le plus de médailles. Oui, mais moi, vous savez, j'ai commencé la natation à une époque où il y a eu un grand investissement pour que les gamins de notre pays puissent nager. Vous vous souvenez, c'est les piscines tournesol qui ont un peu... On en a tous, si vous sortez de Paris aux quatre coins de la France. Moi, j'ai appris à nager dans une petite piscine tournesol parce qu'il y a eu une vraie politique à l'époque du gouvernement d'investir dans le sport pour tous et que ce soit accessible. Vous allez dans le 93, les gamins, ils n'ont pas de piscine, en fait. Mais vous avez tellement raison. Donc c'est pour ça qu'il faut un ministre du sport qui ne soit pas le ministre de l'Éducation nationale et qui a envie de développer le sport accessible à tous. Et bon voilà, c'était ma parenthèse sport. Non mais moi je suis à 100% d'accord avec vous, je trouve que le sport est une école formidable d'intégration, d'apprendre la compétition, d'apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, les efforts et ça. Alors ça, j'ai passé ma jeunesse dans des équipes de football. Alors, la prochaine fois, je vous invite à venir commenter un de mes matchs de water polo. Ça sera avec plaisir, mais j'imagine que vous y a une, vous faites très attention forcément à ce que vous mangez, vous ne fumez peut-être pas, vous avez une sportive, vous avez un rythme de sportif de haut niveau. J'essaie, mais en faisant de la politique, c'est pas tous les jours facile vu nos rythmes de vie, mais j'essaie de me raccrocher justement pour pas être de ces politiques complètement déconnectés qui ont changé de vie. Voilà, j'essaie de garder ma vie d'avant. On va marquer une première pause et puis on va parler de ce drame. Alexandra Sonac qui avait 35 ans, elle était agricultrice et puis sa fille Camille qui est décédée. On est avec vous jusqu'à 12h, je crois. Oui. Et vous allez pouvoir échanger également avec les auditeurs et puis nous dire la position de la France Insoumise sur ce dossier de la paysannerie française. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et pour échanger avec notre invité Manon Aubry, vous composez ce téléphone. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Elle s'appelait Alexandra Sonac, elle avait 35 ans, elle était agricultrice, c'était la maman de 2 enfants et sa fille Camille avait 12 ans. Toutes les deux ont été, vous le savez, mortellement fauchées hier par une voiture alors qu'elles se trouvaient sur un barrage routier dans l'Ariège. Un drame absolu, une famille détruite, le mari âgé d'une quarantaine d'années grièvement blessé. Alexandra avait publié il y a 2 jours une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Parce que j'aime mon métier, elle se disait fière d'être agricultrice, le plus beau métier du monde. C'est difficile de se faire entendre, comprendre et soutenir, disait-elle. Selon le procureur, il n'y a pas eu d'intentionnalité de tuer. Les occupants de la voiture sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire au QTF. Ce sont des Arméniens dont les demandes d'asile ont été refusées. 82% des Français d'ailleurs soutiennent le mouvement selon un sondage Harris, ce mouvement social des agriculteurs. Mais je vous propose d'écouter Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, qui était ce matin sur France 2 et qui a parlé de ce drame. C'est une terrible nouvelle que nous avons appris hier matin de cet accident à Pamiers, de cette mère de famille qui dormait avec son mari et sa fille.
Et cet accident qui nous a tous bouleversés, elle était adhérente de notre syndicat, elle avait l'agriculture qui lui coulait dans les veines. Et évidemment, aujourd'hui, on est tous sonnés. Sonnés, mais en même temps déterminés à ce qu'on puisse poursuivre cette action de colère qui s'exprime. Parce que finalement, ce qui se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut demain en France dans nos assiettes. Et c'était ça le combat de cette femme aussi. Et donc, ça nous oblige aujourd'hui à poursuivre cette action et à obtenir des résultats. Bardella, qui est le président du Rassemblement national, a rappelé que ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire. Les drames se suivent et se ressemblent. Ce drame horrifie la France entière. Et j'aimerais apporter évidemment mon soutien à l'ensemble des agriculteurs. D'abord à la famille d'Alexandra et de Camille, respectivement 35 ans et 12 ans, qui sont morts pour avoir défendu, en tout cas s'agissant de cette agricultrice, leur métier, leur travail qu'ils exercent avec passion, à l'heure où l'agriculture en France fait probablement face à l'un des plus grands plans sociaux en fait, de l'économie française, de l'histoire de notre nation et de l'histoire de notre société. Je dis que les drames se suivent et se ressemblent, car en réalité, ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des constatations, les mouvements politiques se lèvent, crient à la récupération, mais les faits... Parce que nous parlons d'un terrible accident. Les faits sont là. Ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Manon Aubry qui est avec nous, est-ce que vous diriez que le Rassemblement national fait de la récupération en soulignant que ces 3 personnes étaient des OQTF ? Permettez-moi de dire mon émotion face à un drame terrible. Vous l'avez dit, c'est une agricultrice, Alexandra Sonac, qui défendait son métier. Juste le fait de pouvoir vivre de son métier. Et elle en est morte. Sa fille de 12 ans, Camille, également. Son mari grièvement blessé. En fait, là, d'abord, j'ai juste envie de dire ma peine face à ce drame terrible, parce qu'aujourd'hui, c'est toute la profession qui est endeuillée, en fait. C'est l'ensemble du monde agricole qui est endeuillé. Ce drame s'ajoute au drame quotidien, en fait, du monde agricole. Vous avez un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Donc c'est une profession qui est d'abord affectée, et je crois par-delà les appartenances syndicales, etc. Enfin, juste aujourd'hui, les agriculteurs de notre pays se sont levés en disant qu'il y a l'une des leurs qui a perdu la vie pour avoir défendu le fait de pouvoir vivre et survivre de son métier. Alors justement, Roch est avec nous, il est agriculteur. Bonjour Roch. Bonjour Pascal. Vous êtes agriculteur, vous avez quel âge ? J'ai 26 ans. Vous êtes dans quelle région de France ? Dans le Rhône, sud du Rhône. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites comme culture ? Alors du maraîchage et une spécialité dans le cresson, une petite salade super bonne à la santé. Bon, vous êtes un fils d'agriculteur, vous avez repris l'affaire de vos parents ou vous avez créé ? Fils, petit-fils, arrière-petit-fils, depuis toujours dans la famille, on est agriculteur et spécialisé dans le cresson. Bon, vous êtes très jeune, vous avez 26 ans, vos parents sont peut-être encore en activité ? Oui, tout à fait, mais sur le point de prendre leur retraite. Bon, est-ce que donc c'est vous-même avec vous avez peut-être des frères et sœurs qui allaient continuer cette affaire ? Non, je suis le seul des frères et sœurs à reprendre, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est intéressant. Vous êtes combien de frères et sœurs ? Alors nous, on est 6 frères et sœurs. Et il y en a qu'un qui a choisi quand même de continuer ce métier, c'est ce que je retiens. Alors, est-ce que vous avez une question à poser peut-être à Madame Aubry ? Oui, écoutez, Madame Aubry, moi je suis un peu embêté souvent par le discours que tient votre famille politique, parce que vous avez une petite tendance quand même à dénigrer le travail des agriculteurs. Nous, en termes d'écologie, c'est nous qui sommes les premiers confrontés à la nature, puisqu'on vit de la nature, c'est nous qui sommes confrontés à la nature toute la journée. Et puis, de manière générale, ce que réclament les paysans, c'est que en fait, l'État descende de notre dos et enlève ses mains de nos poches. Et vous et votre famille politique, vous avez toujours tendance à vouloir que l'État intervienne de plus en plus et de partout. Et du coup, ce qui fait augmenter toujours les cotisations sociales, les prélèvements obligatoires de manière générale. Et au final, c'est ça qui asphyxie l'ensemble de la population, et particulièrement les agriculteurs, parce qu'on a des activités un peu précaires financièrement. Réponse de Manon Aubry. Bonjour Roch, d'abord, je trouve que c'est un échange intéressant parce que d'abord, je retiens et vous dites que c'est vrai, les agriculteurs sont les premières en fait victimes, sont les premiers victimes du dérèglement climatique, les premiers à subir les transformations que connaît le climat. Et vous avez dit un truc sur le fait que globalement l'État vous fait les poches, mais moi je vais plus loin que ça. L'État vous fait les poches et l'État en fait refuse de réguler pour vous rémunérer. En fait, c'est le problème. Moi, ce qui me frappe dans cette crise, mais vous allez me dire si c'est votre cas, c'est que quand nous tous, là, on fait nos courses,
les prix de nos denrées alimentaires, des pâtes, du lait, ou même on va prendre des produits maraîchers dans votre cas, ils ont augmenté en moyenne de 20%, et la rémunération des agriculteurs, elle a baissé en moyenne de 10%. Donc vous allez nous dire si c'est votre cas, si votre rémunération a baissé, mais donc il y a un problème. Les prix augmentent et le salaire, la rémunération des agriculteurs baisse. C'est qu'il y a un problème au milieu. Au milieu, Oui, bien il y en a qui se sont gavés. Oui, notre rémunération baisse parce qu'on peut pas répercuter toutes les augmentations des matières premières, etc. Mais pourquoi est-ce que tous ces prix augmentent? Parce que le coût du travail est beaucoup trop cher, parce que l'État est obèse et ponctionne ceux qui travaillent. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'en veux vraiment à votre famille politique de toujours vouloir que l'État accueille la terre entière et du coup augmente les impôts pour pouvoir financer tout ça. Et au final, c'est nous qui en pâtissons le plus, nous les agriculteurs, parce que comme vous le dites, on est les premiers avec la matière première, avec la nature et avec des exploitations un peu fragiles financièrement. Moi, je veux dire ce que je défends vraiment. La première chose, c'est que le travail, il paye, que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et donc, si on veut que les agriculteurs puissent être rémunérés, il y a deux choses à faire. C'est un prix minimum de rémunération, ce qu'on appelle un prix plancher. Nous, c'est ce qu'on a défendu. Vous allez encore mettre le rôle de l'État là-dedans. Il y a des fonctionnaires qui vont devoir être payés. Monsieur, on veut que vous soyez augmenter le coût du travail. On veut que vous soyez payés à votre juste prix. Donc c'est pas normal que quand vous vendiez vos produits, vous pouvez pas les vendre à un produit qui puisse vous rémunérer. Moi, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose... Mais le souci qu'ont les agriculteurs aujourd'hui, c'est les normes européennes qui ont été imposées. Et je lisais hier une tribune que vous avez peut-être lue de François-Xavier Bellamy et de Anne Sander, qui dit la responsabilité écrasante de la Commission européenne dans le malheur de nos agriculteurs. Vous avez raison. Alors, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais la Commission a mis en œuvre un projet, des nouvelles réglementations qui se sont succédées, la loi dite restauration de la nature a constitué un moment emblématique, etc. Et ça d'abord, c'est très compliqué. Et puis, cette décroissance-là, elle fait que nos amis les agriculteurs peuvent moins produire et sont en difficulté financière. C'est quoi le problème européen ? D'abord, c'est le problème d'une politique agricole commune qui ne répond pas aux besoins des agriculteurs. Quand la PAC a vu le jour il y a quelques dizaines d'années, c'était pour que les agriculteurs soient rémunérés. Et je veux dire, moi j'en ai marre de tous ces hypocrites. François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, les macronistes, ils ont tous voté pour cette PAC-là. Donc ils sont comptables de la manière dont fonctionne cette PAC et le fait qu'il n'y ait pas de prix rémunérateur pour les agriculteurs. Et le deuxième problème de cette Union européenne, c'est la concurrence déloyale. Parce que, monsieur, Roch, vous êtes maraîcher. Mais le problème, c'est qu'il y a une concurrence qui vient des quatre coins du monde. Moi, j'ai été la seule avec mon groupe à me battre notamment contre un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui a été voté il y a quelques semaines. En Nouvelle-Zélande, c'est le premier exportateur de lait au monde. C'est quoi le sens de faire venir de 20 000 kilomètres d'ici du lait qui est produit, vous avez raison, pas avec les mêmes normes sociales et environnementales. Par exemple, il y a un pesticide qui s'appelle l'atrazine qui est autorisé en Nouvelle-Zélande et qui est interdit en France et en Europe. Et on va faire venir ça sur le sol européen. Par exemple, vous pouvez les accords de libre-échange, c'est une folie. Vous pouvez partager, parce que j'entends beaucoup de paysans aujourd'hui dire exactement ce que vient de dire Madame Aubry. C'est-à-dire que ces accords de libre-échange vous mettent en difficulté. Ah bien sûr, il faut les stopper immédiatement ou compenser en mettant des taxes sur les produits qui viennent de l'étranger pour que nous restions compétitifs et en concurrence loyale. Mais le paradoxe, c'est que le gouvernement dit à Paris qu'il défend les Français. Exactement. Et il est mondialiste et écologiste à Bruxelles. Donc il y a une sorte de double discours qui peut étonner. Mais là, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec Madame Aubry là-dessus. Qu'est-ce que vous réclamez au fond ? Quelle est la mesure principale que vous aimeriez, Roch, voir appliquée ? Même si j'ai appris également que nous donnons 22 milliards. L'agriculture française donne 22 milliards à l'Europe et n'en reçoit que 11. Donc ça peut quand même effectivement étonner et choquer. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres que moi, mais je pense que vous parlez de la contribution de la France à l'Union européenne qui est de 22 milliards. Et en effet, la PAC, ce qu'on reçoit, c'est 11 milliards d'euros. On est les premiers à recevoir de la PAC, mais je suis d'accord, c'est pas suffisant. On donne plus. Mais surtout, on donne plus qu'on reçoit. On a une petite menace dont on n'a pas parlé. Oui. Là, la moitié des poulets que nos gamins ils mangent à l'école, ça vient d'Ukraine.
aux portes de l'Union européenne. Donc non seulement on est vulnérable parce qu'on importe des produits de l'autre bout du monde à cause des accords de libre-échange, mais en plus, les importations de poulet et d'œufs ont été multipliées par 2 depuis l'Ukraine, alors que le coût de production, il est 75% inférieur. Donc c'est pour ça que l'Ukraine, c'est aussi un vrai sujet, et c'est pour ça que nous, on s'opposera à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, sinon ça rendra vulnérables nos agriculteurs. Et non seulement on ne recevra plus de 11 milliards d'euros de la PAC, là, mais ça ira tout à l'Ukraine. Roch, une ou deux mesures essentielles selon vous? Eh ben, pour très bien symboliser la mesure que nous voulons voir mettre en place, c'est que l'État enlève ses mains de ses poches en faisant une baisse généralisée des taxes pour nous laisser un peu souffler au niveau trésorerie. Oui, mais la baisse des taxes, elle ne peut pas être que pour les agriculteurs, elle mais serait de manière pour tout générale, le monde. Je suis d'accord avec vous, mais là, j'ai peur que... J'ai peur que ce soit un vœu pieux, forcément, puisque déjà d'argent, on en manque avec le quoi qu'il en coûte. Donc ça ne se fera pas. J'en ai peur, en tout cas. Alors, c'est pour ça, je ne sais pas... Il y a quand même des choses sur lesquelles le gouvernement pourrait avoir un levier direct. Par exemple, sur les taxes sur l'électricité. Oui. En fonction des productions agricoles, il y a besoin de plus ou moins d'électricité, mais ça a un coût immense pour les agriculteurs. Pourquoi l'État décide soudainement d'augmenter de 10% supplémentaire? C'est un rattrapage, et vous le savez bien, c'est parce qu'il n'a pas augmenté depuis un an. Mais on va marquer une pause maintenant. C'est parce que l'État fait le choix de suivre la logique du marché de l'électricité qui fait qu'en 2 ans, ça a été plus 45%. C'est un choix qui est politique parce que c'est la logique du marché qui domine. Et ça, c'est un problème. Alors, et le gouvernement devrait faire un choix inverse. Je pourrais vous dire que l'ultra-gauche, alors je ne sais pas si c'était votre position pendant des années... Je suis juste de gauche. Ou de gauche, à condamner le nucléaire qui nous permettait de produire notre électricité et d'être autonome et indépendant, et que bien souvent on a fermé des centrales nucléaires et qu'aujourd'hui, à cause de cela, on est peut-être en difficulté sur le plan... C'est le gouvernement qui était au pouvoir et qui s'est empêtré à... Mais vous avez eu des positions sur le nucléaire, notamment l'EPR de Flamanville qui a coûté 10 milliards d'euros. Mais le problème, c'est qu'on est aligné sur les prix du gaz et que ça explose. Le journal permanent avec Émilie Dez à 11h30. Bloquer Paris n'est pas une option à ce stade, assure la FNSEA qui annonce des actions dans 85 départements d'ici vendredi. La colère agricole s'étend. Ce matin, près de 200 tracteurs bloquent la rocade de Bordeaux, blocage aussi autour de Lyon ou en Occitanie. La FNSEA, premier syndicat agricole français, communiquera ce soir une quarantaine de revendications claires, certaines ayant besoin d'une réponse tout de suite. Selon un sondage exclusif pour Europe 1, CNews et le JDD, 94% des Français sont favorables à l'interdiction d'importer des produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises. Notez qu'une minute de silence a été observée ce matin par les agriculteurs en hommage aux 2 victimes, une agricultrice et sa fille percutées hier par une voiture sur un barrage en Ariège. Un avion militaire russe s'est écrasé avec 65 prisonniers ukrainiens à bord. Le président de la Douma russe accuse Kiev d'avoir abattu l'appareil. L'Ukraine n'a pas réagi pour le moment. Premier arrivé, premier servi, les ventes de billets de train pour les vacances de printemps et les ponts de mai sont ouvertes. Les vacances scolaires s'étalent du 6 avril au 5 mai selon les zones. Oui. Non mais avec les ponts du mois de mai, c'est très intéressant en plus cette année, Émilie. En déposant, je crois, 3-4 jours, on peut presque être absent 3 semaines. Eh bien, allons-y. C'est déjà fait. Ah oui, mais je vous ai même pas dit bonjour. On est en plein phase, je veux pas vous déranger. Bonjour, moi j'ai déjà tout posé. Vous ne m'auriez plus pendant 15 jours après. Ben non, mais vous rigolez, j'espère que vous serez avec nous. Oui, bonjour Fabrice Lafitte, et je n'ai pas dit bonjour non plus à monsieur Olivier Guénec qui est là, mais je vous entendais pas, vous étiez intimidé par madame Aubry. Ah oui, maintenant que vous gagnez beaucoup d'argent, monsieur... Ah mais vous parlez à moi là? Oui, monsieur Guénec. Oui, non mais écoutez, je ne vais pas vous déranger, vous êtes avec Émilie Dez, on est en plein flash info. Maintenant que vous gagnez beaucoup d'argent à Europe 1, vous allez voir avec la France Insoumise. Non mais vous êtes tellement amoureux de Manon Aubry que j'ose plus vous déranger, c'est ça la vérité. Mais vous allez voir les impôts maintenant, vous allez donner, écoutez, il y a des nouvelles tranches et tout. Regardez les vôtres déjà. On fait moins le malin là. Plusieurs. D'ailleurs, on parlera de votre politique fiscale, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Ça a perturbé Pascal. On termine avec le cinéma. Arrêtez, laissez-la travailler. Laissez-la travailler. Allez, je m'en vais. Alors, vous avez vu Anatomie d'une chute, par exemple? Non, je l'ai malheureusement pas vu. Le temps mais je trouve que le titre résume peut-être bien le moment politique qu'on est en train de vivre. Le film est absolument formidable et c'est Justine Triet qui a fait un film magnifique et qui est nommé au César. Oui, mais c'est Le règne animal qui vole la vedette à Anatomie d'une chute au César. Le film avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos compte
12 nominations, 11 pour le film de Justine Triet, nommé aussi 5 fois aux Oscars hier. La cérémonie des Césars à suivre en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+, le 23 février prochain. Qu'est-ce qui correspond le mieux au monde politique ? C'est Anatomie d'une chute ou Le règne animal ? Manon Aubry. C'est une bonne question. Alors, si on parle du moment politique et de ce qu'est en train de vivre, à mon sens, le macronisme, je trouve que ça résume assez bien Anatomie d'une chute. Si on parle de la politique en général, c'est vrai que parfois il y a un règne animal, une violence dans le milieu politique. Heureusement, Jean-Luc Mélenchon échappe à ça. Oui. Vous ne trouvez pas ? Non, pas vraiment, mais je suis pas sûr que ces derniers mois, et c'est une question d'ailleurs que vous devez vous poser, et on va la poser juste après ça. Europe 1. Pascal Pro et On repart en pub ? Non. On continue sur Europe 1 avec Pascal Pro. Manon Aubry dit on repart en pub. Parce que je m'étonnais, il y avait quand même beaucoup de pubs sur Europe 1. Oui, mais vous savez pourquoi il y a de la publicité ? Parce que c'est intéressant votre question. En fait, quand vous allez à France Inter, c'est vous qui payez. Puisque France Inter, c'est le service public. C'est 600 millions d'euros pour tout Radio France qui est donné chaque année. Europe 1, c'est 0 francs d'argent public. Alors effectivement, comment on vit ? Comment Géraldine, elle est payée ? Comment je suis payé ? Comment Fabrice est payé ? C'est la pub, bien évidemment. Alors après, chacun choisit son domaine. Est-ce que vous préférez vous payer ? Je suis sûr que ceux qui vous écoutent ont fait le choix d'Europe 1 bon, et on parfois, les salue. ils peuvent évidemment zapper. Avant de parler avec Sébastien, qui est un agriculteur, juste un mot quand même sur Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de violence verbale qui a été mise en place ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, est-ce que parfois vous avez des électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cette volonté de conflictualiser tout ? Par exemple, vous ne parlez pas comme Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas, me semble-t-il, sur la même ligne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des clones d'une personne à l'autre, alors que quand je vois Gabriel Attal, j'ai l'impression... Oui, mais vous ne conflictualisez pas tout. Ça dépend ce que vous appelez conflictualiser, mais puisque vous parlez du terrain, quand on va voir les gens, ou même là en ce moment, quand on va voir des agriculteurs. Moi, demain, je vais aller à Cavaillon voir des agriculteurs. J'en ai vu récemment, notamment dans la Creuse. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces agriculteurs ? Ils disent une colère, vous les entendez ? Et c'est en fait la violence. C'est pas ma question. C'est une violence. Bah si, parce que quand vous avez une violence sociale qui est vécue par beaucoup de gens, c'est normal que les gens expriment une forme de colère et qu'on incarne cette colère. Moi, franchement, quand je vous dis que j'en ai marre qu'il y ait des grosses agro-industries qui fassent les poches de nos agriculteurs et que l'État fasse rien, je peux vous le dire avec un ton un peu énervé, parce que je suis sincèrement énervée et je pense que ça correspond à une aspiration du pays. Alors forcément, il y a des gens qui sont dans une situation beaucoup plus confortable. C'est des interventions sur les sujets notamment de Gaza, ces sujets-là, mais on ne va pas reprendre... Non, mais on pourrait, voilà. Mais Gaza, on défend le cessez-le-feu. Même Emmanuel Macron a fini par se ranger derrière cette position, qui est une position qui est, je pense, raisonnable, que d'autres aient voulu apporter un soutien inconditionnel à des crimes de guerre. Ça les regarde, mais je pense que c'est une erreur politique et c'est normal qu'on le dise. Alors, on ne va pas parler que d'agriculture, mais aujourd'hui, évidemment, l'actualité, c'est l'agriculture, même s'il y aura un chapitre politique avec vous dans quelques instants. Mais Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien, parce que vous-même, est-ce que vous êtes agriculteur ? Moi, je suis employé agricole. Vous êtes où, Sébastien ? En Charente-Maritime. Et vous êtes dans quel domaine de l'agriculture ? Terre et puis des vignes. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? Oui, 33 ans. Employé agricole, c'est-à-dire que vous êtes en CDI ? Oui. Donc vous travaillez toute l'année par définition. Combien d'heures par semaine ? Oula, là en pleine campagne, là c'est plus de 40 heures par semaine. Et les heures supplémentaires sont payées dans ces cas-là ? Oui. Et donc si vous êtes en CDI, il y a 5 semaines de congés payés ? C'est ça. Bon, que vous prenez évidemment. Alors si vous êtes dans les vignes, vous prenez pas ça. Vous prenez ça quand, les vacances ? Eh ben, on essaye d'en prendre un petit peu pour la période des fêtes pour être en famille. Et puis je prends que 2 semaines l'été. Ça fait que je prends à peine 3 semaines dans l'année, quoi. Et les 2 autres semaines, vous les laissez au patron ? Eh ben, il me donne des jours quand j'ai besoin parce que j'ai la chance d'avoir un super patron. Et puis voilà, ouais. Bon, c'est une exploitation qui marche bien quand même. Ah oui, mais faut pas qu'on se relâche, quoi. Alors, vous avez peut-être une question à poser à Madame Aubry ? Mais moi, à l'origine, c'était par rapport à la hausse des prix et tout ça, le pouvoir d'achat.
Alors ça, c'est à titre personnel, c'est dans votre vie personnelle, notamment la hausse de l'électricité, avec des conséquences pour vous. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'expliquais à Monsieur Boubou quand je l'ai appelé. C'est que c'est une grosse catastrophe, toutes ces hausses. Jusqu'à quand on va nous pomper comme ça, quoi? On peut plus vivre. Quand vous dites on peut plus vivre, vous vivez tout seul, Sébastien? Non, avec ma femme et ma fille. Donc il y a 2 salaires ou il y a que un seul salaire? Il y a à peu près 2 salaires, parce que ma compagne est saisonnière. Donc j'imagine vous avez, je ne sais pas si vous êtes en appartement ou en maison, mais peut-être avez-vous un loyer ou des remboursements? Je suis propriétaire de ma maison, et oui, j'ai des échéances tous les mois. Donc forcément, le reste à vivre, une fois que vous avez payé vos impôts, si tant est que vous payez un peu d'impôts, j'imagine, s'il y a 2 salaires, vous payez quand même un peu d'impôts sur le revenu? Non, on est juste dans la tranche limite. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je sais pas comment on vivrait. Parce que avec donc un salaire, c'est indiscret de vous demander votre salaire mensuel net, Sébastien? Non, j'ai rien à cacher, je suis à 1 500 €. Donc avec 1 500 € plus votre épouse qui gagne également, même si elle est saisonnière, on peut imaginer elle fait quelque chose près à un SMIC, elle est à peu près à 1 200 €. Alors à 1 200 €, donc avec 2 700 € net, aujourd'hui en France, vous trouvez que effectivement c'est extrêmement difficile pour vous? Ah bah oui, parce que vu que j'ai rien à cacher, je paye 600 € de crédit de maison. Je paye, on a la cantine, la garderie pour notre fille. Donc ça tourne, cantine plus garderie, on est déjà à quasiment 300 € par mois. L'électricité qu'on s'est pris une allumée pour le mois de janvier, où je vais payer pas loin de 470 €. 400 non. Ah non mais non, mais 470 €, c'est pas par mois, parce que là en fait c'est la facture des 2 mois qui est arrivée. Voilà, je paye 208 € par mois, mensualisé 208 €. Non mais moi j'ai vu comme vous la facture des 2 mois arriver. Alors comme c'est les mois d'hiver en plus et qu'on chauffe sans doute, effectivement c'est une facture, c'est très important quand même. 470 € pour 2 mois, je trouve que c'est très important. Bon, Madame Aubry, c'est très important. Ces questions-là, mais que faire? Vous allez me répondre qu'il faut augmenter les salaires sans doute. D'abord, le constat que fait Sébastien, bonjour Sébastien, c'est le constat de millions de Français en fait, de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, qui n'arrivent plus à partir en vacances, qui n'arrivent plus à aller, on parlait du cinéma tout à l'heure, qui n'arrivent plus à aller au cinéma, qui n'arrivent plus à payer le sport pour les gosses, les petits plaisirs, la glace du dimanche. Enfin, en fait, c'est ça la France dans laquelle on vit. Mais la France dans laquelle on vit, c'est aussi les 42 milliardaires français qui, depuis 2020, ont gagné 230 milliards d'euros. 230 milliards d'euros, c'est l'équivalent d'un chèque de plus de 3 400 € pour chaque Français dans notre pays. On vit aussi dans un pays... Alors, ils n'ont pas gagné, c'est les entreprises qui ont gagné. Oui, sauf que vous le savez très bien, Pascal Praud, vous connaissez l'argumentaire. Il suffit qu'ils vendent leurs actions et c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Ils ne les vendent pas, leurs actions. Et si on prend les actionnaires du CAC 40, franchement, c'est Alibaba et les 40 voleurs. Parce que aujourd'hui, ils ont atteint encore un nouveau record, c'est 97 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Mais ça, c'est des sommes astronomiques pour Sébastien et tous les gens. Les dividendes augmentent de 20%. Est-ce que le salaire de Sébastien, il a fait plus 20%? Donc, c'est ça qui est insupportable. C'est que, en fait, on n'est pas dans un pays pauvre. Hein. La France, c'est la 7e plus grande puissance économique mondiale. Et moi, franchement, s'il y a bien un truc qui m'a motivé dans mon engagement politique, c'est ça, c'est cette injustice-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, on agit sur les 2 leviers. Un, on bloque les prix des produits de première nécessité pour que Sébastien, quand il aille faire ses courses, ça coûte moins cher. Pour que le prix de l'électricité ne prenne pas les 10% d'augmentation, puisque c'est une décision du gouvernement français qui veut suivre les injonctions de la Commission européenne qui dit à la France, ce serait bien que vous fassiez des économies. En fait, non. Pour nous, c'est la priorité que les gens ils puissent payer leur facture d'électricité. Et de l'autre côté, oui. Vous piquez non, on agit sur les salaires. On agit sur les salaires justement pour distribuer les richesses qui sont produites
au sein de toutes les entreprises et au sein de notre pays. Et franchement, ça doit être ça, la priorité, que chacun puisse vivre de son travail aujourd'hui dans notre pays. 11h42, on marque une pause. Merci Sébastien. Et on revient avec des questions peut-être plus politiques et notamment, effectivement, cette campagne européenne qui s'annonce, où vous serez, je pense, tête de liste. Mais vous nous en direz davantage. Et avant la pause, je vous rappelle que ce soir, dès 21h, vous retrouvez Joe Hume. 21h. Joe Oui, Hume. je sais que vous aimez cette émission. Pascal, 21h, 22h, c'est Joe pour parler et écouter de la musique pendant 1 heure. Et ce soir, Joe Hume vous raconte une histoire improbable, celle du rocker Alice Cooper qui, en 1977, perd en pleine tournée un membre crucial de son équipe, Julius, un boa. Voilà, il doit donc le remplacer et faire passer les auditions pour recruter un nouveau reptile. Pour en savoir plus, c'est bien rendez-vous ce soir avec Joe Hume de 21h à 22h sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Manon Aubry, Pascal. Oui, mais je salue l'excellent Olivier Guénec qui est là. Bonjour à tous. Et oui, bien sûr. Bonjour Manon Aubry. Bon, il y a peut-être quelques réactions sur les réseaux sociaux. J'étais en train de les lire. Oui, laissez-moi du temps. Attendez, Donc doucement. vous rentrez dans le bureau, si j'ose dire, dans le studio. Oui, et c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé. Mais non, évidemment. Non, mais je ne prépare rien ici. Vous le savez, comme vous d'ailleurs. Oh non mais attendez, on va pas mentir ici. Non mais franchement. Vous voulez qu'on compte les points comme on nous bat. Bon, on va faire un peu de politique, Manon Aubry. Est-ce que c'est vous qui serez tête de liste européenne pour la France insoumise ? Je suis la chef de file désignée par la France insoumise et on est en train de constituer notre liste sur laquelle les militantes et les militants voteront à la fin du mois de février, donc un tout petit peu de patience. Mais rassurez-vous, vous allez me voir dans cette campagne, notamment pour défendre un peu le bulletin de salaire contre la vie chère. On en parlait juste là à l'instant, contre le marché de l'énergie européen qui fait exploser les prix de l'énergie, contre le bâton de Bruxelles qui demande de l'austérité aux États et qui, du coup, l'État, il augmente le reste à charge pour les médicaments, il augmente le prix de l'électricité. Voilà, ça va être des sujets qu'on va porter. En plus de la question de la concurrence déloyale. Je redis juste un mot, si vous me le permettez, là-dessus, Pascal, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais pour bien comprendre le problème du libre-échange, qui soumet à une concurrence déloyale nos agriculteurs, mais pas seulement, nos ouvriers, nos productions européennes, qui nous rend dépendants et vulnérables, moi, je propose une chose qui est très claire et très simple à mettre en œuvre dès maintenant. Ça s'appelle une clause de sauvegarde. C'est, dit autrement, non seulement on fait un moratoire sur les accords de libre-échange, mais tous les produits qui arrivent sur le sol européen, ils doivent respecter les mêmes normes sociales et environnementales que les normes qui existent en Europe. Mais c'est tellement logique ce que vous dites. C'est la concurrence déloyale. Mais c'est tout l'inverse de ce que fait l'Union européenne. L'Union européenne, elle ouvre les portes et les fenêtres en disant mais venez, produisez dans des conditions sociales et environnementales, genre avec un salaire minimum à 200 € par mois, et venez faire de la concurrence déloyale à nos producteurs. Donc nos agriculteurs et nos producteurs mettent la clé sous la porte. Je voudrais vous poser 2-3 petites questions allez-y. Comme ça sur la politique. D'abord, il y a du monde dans votre couloir de nage, si j'ose dire. D'abord, mais rappelez-vous que je nage bien. Oui, c'est entendu. Si vous voulez, si on le fait aux 200 mètres papillon, je vous donne un scoop, je pense que je remporte cette élection européenne. Je suis d'accord avec vous, mais sur la gauche, et je peux vous placer sur la gauche radicale. Ouais, la gauche. Mais allez-y, je vous en prie. Vous avez Léon Desfontaines qui va représenter le Parti communiste français. Vous avez Nathalie Arthaud qui va représenter Lutte ouvrière. Là, ça va être 3 listes avec des électeurs qui vont devoir se départager. Mais on peut mettre également les écologistes, parce que c'est quand même dans votre couloir de nage aussi. Vous aurez Europe Écologie Les Verts, a priori c'est Madame Toussaint. Vous aurez Equinox, a priori c'est Madame Cholet. Vous aurez également l'écologie au centre, avec Monsieur Jovennatori. Donc c'est encore 3 autres candidats. Tout ça c'est à gauche. Bon, les sociodémocrates avec Glucksmann et Royal, qui vont pouvoir également, pourquoi pas, vous piquer du monde. Après, je m'arrête là. Mais ça fait 1, 2, 5, ça fait 8 candidats que je place plutôt à gauche. L'ANUPS n'existe pas. Donc, c'est quoi votre objectif ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en termes d'audience, ce que vous espérez durant cette élection ? D'abord, vous avez raison, Pascal Praud, il y a trop de listes à gauche. C'est la raison pour laquelle on a tendu la main pour qu'il y ait une liste commune de la NUPES. Il n'y en aura pas. Non, mais il faut l'avoir en tête. Ce qu'on a proposé,
Parce qu'il y a une règle aux élections européennes, c'est toutes les listes en dessous de 5%, elles ne vont pas avoir d'élus. Donc c'est un bulletin jeté à la poubelle directement. Donc les listes qui sont données à moins de 5%, comme celle du Parti communiste notamment, là vous visez quoi? Donc c'est 5%? Non, bien sûr qu'on vise beaucoup plus. Ensuite, la deuxième chose, la raison pour laquelle on a proposé ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? C'est de défier l'espèce de duo qui est mis en scène par les médias entre Jordan Bardella d'un côté et Gabriel Attal de l'autre. Qui sont pas ce que les médias viennent faire là-dedans. Vous êtes invité partout. Je vous jette pas la pierre. Je vous jette pas la pierre, mais vous le voyez et c'est normal. Ils sont en tête dans les sondages. C'est la raison pour laquelle nous on avait proposé d'avoir une liste commune de la Nupes qui nous donnait dans le même étillage, dans la même compétition. Parce que quoi? La vérité, c'est que Jordan Bardella, comme les macronistes, ils ont refusé, par exemple, de bloquer les marges des entreprises agro-industrielles qui s'en mettent plein les poches et à cause desquelles les prix ils sont en train d'exploser sans que les agriculteurs puissent être rémunérés. C'est pour ça qu'on a besoin d'une alternative de gauche. Et moi, je vais vous parler de quoi dans cette campagne? Je vais vous parler d'une France qui tient bon, en fait. Qui tient bon. Ma question, c'était quel score vous visez? Moi, j'espère non seulement être en tête de la gauche, mais mon but, je ne vais pas la primaire des sociodémocrates, de savoir qui, des écolos, de Raphaël Glucksmann. Au-dessus de 5, évidemment, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Mais c'est une évidence que nous ferons au-dessus de 5. Et j'ai envie de dire qu'en dessous de 10, ce serait sans doute un échec. Mais notre objectif, c'est de faire au-delà de 10. Notre objectif, c'est de montrer qu'on peut relever la tête face finalement à la loi du marché, à la loi de l'austérité que les macronistes et l'extrême droite nous imposent. Deux, 3 petites questions sur l'actualité. IVG dans la Constitution, vous êtes pour ou contre? Je suis évidemment pour. C'est une loi qui est portée par ma collègue Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, présidente du groupe Insoumis. Mais elle n'est pas en danger, l'IVG en France? C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous en pensez? Allez dire ça il y a quelques années à des Hongroises, des Polonaises, des Italiennes, premièrement, et puis deuxièmement, allez dire ça. Est-ce que vous avez dans votre entourage des femmes qui ont essayé d'avorter? Comptez le nombre de femmes. C'est un tiers de femmes qui doivent changer de département parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Donc vous voyez que petit à petit, le droit à l'avortement il est menacé. Et vous savez pourquoi il est menacé? Parce que la droite n'en veut pas. Gérard Larcher, président du Sénat, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains. Parce qu'ils pensent que c'est pas un droit constitutionnel. Non, parce qu'ils pensent que le droit à l'avortement, finalement, c'est pas si important que ça, et que le corps des femmes, finalement, c'est pas. Là, je crois pas. J'en veux pour preuve Pascal Praud, ses votes au Parlement européen. C'est piégeux comme débat. Pourquoi? Parce que si. C'est une évidence. Si on dit que ce droit ne doit pas être dans la Constitution, vous en tirez la conclusion qu'on trouve que c'est pas suffisamment important. Non. Mais Pascal Praud, on peut considérer que c'est pas un droit constitutionnel, c'est tout. Il y a plein d'autres droits dans la Constitution qui datent d'ailleurs de 1789. Peut-être qu'en 2024, on peut un peu renouveler. Et oui, moi je le dis très clairement, pour toutes les femmes de notre pays qui nous écoutent, oui, vous aurez, ce sera protégé. Laissez-moi finir là-dessus. Vous serez protégé ad vitam aeternam. Vous pourrez faire ce que vous voulez de votre corps. Voilà ce qu'on va dire. Et franchement, pour des gens de ma génération, mais quelle belle victoire. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le sentiment que ce soit remis en cause, pour tout vous dire. Et je connais beaucoup de jeunes femmes. Écoutez les discours de la droite, l'extrême droite. Pardon. Jordan Bardella au Parlement européen, non seulement il vient jamais, il a déposé 21 amendements en 5 ans, j'en ai déposé 3460, et il vote systématiquement contre l'avortement. Donc il nous reste il faut le protéger. 1 minute, et je vous demande d'être très court. Stanislas, puisqu'un député, je crois que c'est M. Vanier qui a pris la parole hier à l'Assemblée nationale, qui a demandé la démission de Mme Oudéa Castéra, et qui a demandé que même Stanislas, je crois, le contrat, en tout cas ce qui lie l'État à Stanislas, exactement comme le lycée Averroès. Je voulais savoir si vous aviez une position là-dessus. On a quand même une ministre de l'Éducation nationale qui a menti éhontément et qui, pour ses enfants, met ses enfants dans des écoles qui excluent les pauvres, qui veut exclure les homosexuels et qui exclut la mixité sociale. Si, c'est ça, Pascal Praud. C'est sans doute. C'est ça, Pascal Praud. Je connais Stanislas. Stanislas n'exclut pas les homosexuels. Stanislas n'exclut pas les pauvres. Il y a eu un rapport de l'inspection nationale qui parle de l'éducation nationale, qui parle d'homophobie dans cet établissement. Donc oui, pour moi, c'est un problème. Elle n'est absolument plus en position de rester comme ministre de l'Éducation nationale. Elle n'a plus une crédibilité, sans compter sa complète déconnexion où elle a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros, 53 000 € pour 8 réunions dans des jetons de présence.
Enfin, je sais pas, tous ceux qui nous écoutent, ils aimeraient bien toucher 53 000 euros pour lui réunion. J'entends bien, mais je pourrais Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale, elle est ministre des privilèges nationaux. Je pourrais vous répondre que si elle ne peut pas gérer l'éducation de nos bambins. Je pourrais vous répondre que si elle n'était intéressée que par l'argent, elle serait restée directrice de la Fédération française de tennis où elle gagnait 500 ou 600 000 euros alors qu'elle est ministre et elle gagne 10 fois moins. Mais je pourrais vous répondre cela. Oui, elle s'est quand même plainte de sa rémunération insuffisante en tant que ministre. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est une éducation nationale au service du grand public, pas au service d'une toute petite minorité que manifestement Amélie Oudéa-Castéra est en train de défendre. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis de nouveau, belle et heureuse année. À vous aussi. Beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Et puis on ira vous voir au water-polo. Vous pourriez faire une compétition de natation. Parce que Pascal nage très bien. Match mercredi de la semaine prochaine. Vous imaginez, mais c'est épuisant. La natation déjà c'est épuisant. Vous savez ce que c'est que faire un 200 mètres papillon, la forme qu'il faut. Faites un 50 mètres. Mais j'ai pas le. Mais Madame Aubry est jeune. Moi je suis un vieux monsieur. Vous voulez pas me faire mourir. Vous vous défilez un petit peu. Non mais moi j'aime bien nager. Moi aussi je trouve qu'il se défie un petit peu. Non mais avec un entraînement, je ne dis pas. Allez, bon, il est 11h56. Merci en tout cas. Et dans une seconde, nous allons essayer de changer de sujet et parler notamment d'Alain Delon, je pense. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud de 11h.